Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la troisième partie d'une série de 3 sur la maladie de Crohn au niveau colique. Donc il y avait deux premières vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Je vous invite déjà à les regarder si ce n'est pas encore fait. Et au cours de ces deux premières vidéos, on avait discuté les principales observations, les principaux éléments diagnostiques qu'on a à utiliser, qu'on a à avoir pour pouvoir poser le diagnostic de maladie de Crohn. Et dans cette partie, dans cette vidéo, on va voir surtout ce qui est associé à une maladie de Crohn qui n'est pas très spécifique en lui-même mais qu'on pourra observer sur un côlon atteint de la maladie de Crohn. On va se concentrer surtout sur ce qu'on va observer au niveau du tissu musculaire, au niveau du tissu nerveux, mais aussi au niveau du tissu adipeux. Et il se trouve que les trois éléments peuvent être atteints, peuvent être modifiés, altérés au cours de la maladie de Crohn. Donc un petit rappel concernant ces trois éléments qu'on trouve normalement au niveau de la paroi colique. J'aimerais vous ramener avec moi pour voir un petit rappel concernant l'aspect histologique de ces trois éléments. Donc tissu conjonctif, en gros, et surtout le tissu collagénique, on le trouve essentiellement au niveau de la sous-muqueuse, qui est la couche ici qui est en bleu. C'est facilement visible parce qu'on a utilisé la coloration trichrome bleu, qui va colorer les fibres de collagène en bleu. Donc ça, c'est la sous-muqueuse. Et puis le deuxième localisation, on va trouver ce tissu conjonctif collagénique, c'est au niveau de la sous-séreuse, c'est ce qu'on voit ici. Et le plus souvent au niveau de la sous-séreuse, c'est présent sous forme de septa, comme ce qu'on voit ici, qui le plus souvent vont entourer des lobules qui sont clairs à ce niveau, c'est des lobules adipeux. Et puis la muqueuse, c'est la couche la plus superficielle, ça veut dire la plus à proximité de la lumière qui est à ce niveau. Elle est limitée en bas par une fine couche musculaire lisse. Donc au fur et à mesure que je vous présente en fait les éléments qui sont normaux, donc essayez de vous rappeler un peu des dimensions normales, parce qu'on voit ici par exemple que la couche musculaire de la musculaire muqueuse, c'est une couche qui est tellement fine, déjà au faible grossissement, elle est difficilement visible, et il faut agrandir pour voir cette couche de muscle lisse que je suis en train de vous montrer ici. La grande ou bien l'épaisse couche musculaire est située à ce niveau et présente la troisième couche en partant de la lumière qu'on appelle la musculaire propre. C'est ce qu'on voit ici, donc qui est divisée ou bien répartie en deux couches, deux directions de fibres différentes. Donc on a une première à ce niveau et une deuxième à ce niveau. Les éléments nerveux maintenant, donc on les trouve essentiellement au niveau de la sous-muqueuse et aussi sous forme de plexus qu'on appellera les plexus d'Auerbach. On va les trouver au niveau ou bien entre les deux couches musculaires. Le deuxième type de plexus, qu'on appelle le plexus de Messner, on les trouve au niveau de la sous-muqueuse. Ils sont difficilement observables au niveau de la sous-muqueuse, mais plus faciles à observer et à repérer sur ou bien au niveau de l'interface entre les deux couches musculaires. Donc voilà un exemple d'un plexus qui est formé par deux éléments, donc des éléments nerveux qu'on voit ici en clair, vu la présence de myéline qui est d'aspect clair parce que c'est lipidique, et comme on le sait dans une préparation histologique, on a toujours à perdre les éléments lipidiques. Donc ça paraît clair comme si c'était un aspect ou bien une région qui était vide, qui ne contenait aucun élément, ce qui est vrai parce que tous les lipides vont être éliminés au cours de la technique. Et puis, à côté des fibres nerveuses, on a ces structures cellulaires de volume important avec des noyaux volumineux excentrés et nucléolés, c'est ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires. Donc ça a été un petit rappel, donc essayons de nous rappeler un peu des proportions et des dimensions concernant la couche musculaire muqueuse, la musculaire propre, et aussi pour les dimensions, bien l'épaisseur de la sous-muqueuse et de la sous-séreuse. Alors passons maintenant à notre côlon qui est atteint de la maladie de Crohn. Et je vais commencer tout d'abord par décrire ce qui va se passer au niveau des couches musculaires. Donc je vais commencer par la première couche musculaire, qui fait partie de la muqueuse d'ailleurs, qu'on appelle la musculaire muqueuse. Donc je vous montre une région ici qui paraît un peu normale, c'est cette région-là, donc rappelez-vous de cette épaisseur, mais en se déplaçant à droite un peu, je vois qu'il y a un épaississement un peu brutal et qui est important. Donc comparons l'épaisseur ici, de cette couche, avec l'épaisseur ici. Parce que toutes les zones, en fait, toutes les régions qui sont colorées par cette teinte un peu éosinophile, c'est des cellules musculaires lisses. Tout ça, c'est des cellules musculaires lisses, donc avec un cytoplasme qui est éosinophile, et puis ça contient un noyau
qu'on voit ici, là aussi, là aussi et là aussi. Donc si je reviens au faible grossissement, je vois que c'est une couche qui s'étend de là jusque là, au lieu d'avoir une épaisseur normale comme ce qu'on voit de ce côté. Parfois, ce qui n'est pas visible dans ce cas, on peut même avoir une duplication de la musculaire muqueuse, et donc ça apparaîtra sous forme de deux lignes séparées. Donc ça a été la modification au niveau de la musculaire muqueuse. Alors le muscle qu'on trouve aussi au niveau de la musculaire propre, ça va être modifié et présenter aussi une hypertrophie. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Donc si vous vous rappelez de l'aspect de l'image, donc on pourra faire une petite comparaison entre l'épaisseur de la sous-muqueuse et l'épaisseur de la musculaire propre. Donc à peu près et focalement, ça représente une même épaisseur. Alors si je passe maintenant au côlon malade, je vois que nettement on a une épaisseur de la sous-muqueuse qui est beaucoup moindre par rapport à l'épaisseur de la musculaire propre, et ceci est dû à l'hypertrophie de cette couche musculaire. Passons maintenant aux éléments nerveux. Et comme je disais, les éléments nerveux et les plexus qu'on trouve au niveau de la sous-muqueuse, ils sont à l'état normal difficiles à repérer. Alors quand on a un contexte de maladie de Crohn, ces éléments nerveux ils vont se trouver en état hypertrophié et donc plus facile à repérer. Alors si j'agrandis, par exemple même ce grossissement, qui n'est pas un grossissement qui est très important, je pourrais identifier très facilement des structures qui sont un peu blanchâtres, grisâtres, qui sont claires en tout cas. Ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, 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 tout ça c'est en fait des filets nerveux. Alors quand ils sont sur un côlon qui est atteint de maladie de Crohn, ils se trouvent hyperplasiques et augmentés en nombre aussi. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est l'aspect clair qui est dû, comme on a expliqué sur la lame virtuelle sur le côlon normal, qui est dû à cette présence de myéline qui est d'aspect clair. Donc ça c'est un filet nerveux, là aussi la même chose, là aussi la même chose, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et puis même les cellules ganglionnaires qu'on va trouver au niveau des plexus, ici de Messner, puisqu'on est au niveau de la sous-muqueuse, ils se trouvent augmentés en nombre et donc facile à identifier comme ce qu'on est en train de voir. Donc là, c'est un plexus avec des filets nerveux repérables par leur teinte qui est un peu blanchâtre, et puis juste à côté on a des cellules ganglionnaires, donc facile à identifier, alors que si j'avais essayé de les repérer sur une lame normale, ça allait sûrement prendre beaucoup plus de temps. Donc ce qu'on voit ici, donc c'est des filets nerveux qui sont hyperplasiques. Et puis pour les éléments nerveux, je pourrais me déplacer vers l'interface entre les deux couches musculaires. Donc c'est là en haut, deux dispositions différentes de celles-là en bas. Et entre les deux, déjà à ce faible grossissement, comme ça, je pourrais dire qu'il y a une hyperplasie nerveuse. On a même l'impression d'avoir une continuité entre ces éléments nerveux. Et puis si je descends à un plus fort grossissement, je vais trouver beaucoup de cellules ganglionnaires. Donc toutes les cellules au cytoplasme abondant, comme celle-là, c'est là aussi, c'est là aussi. Donc tout ça, c'est des cellules en fait ganglionnaires. Donc si je me balade un peu, je vais repérer sûrement d'autres. Voilà, donc par exemple ici, donc un joli plexus nerveux avec une cellule de grande taille, c'est une cellule ganglionnaire. Donc là, par contre, ça va être une cellule ganglionnaire, c'est une cellule géante avec un cytoplasme abondant, et puis on a des noyaux, donc plusieurs noyaux au sein d'un même cytoplasme, ça forme une cellule géante, qui rentre bien sûr dans le cadre de granulome qu'on trouve dans la maladie de Crohn bien sûr, et qu'on avait discuté sur la deuxième partie. Donc la vidéo, je vous rappelle, elle est déjà disponible sur la chaîne. Donc c'était pour les structures musculaires et nerveuses. Et comme on voit ici, déjà au faible grossissement, donc on voit que les fibres musculaires ici, elles sont séparées, donc il y a certains espaces clairs entre les cellules musculaires. Ceci est dû à la présence de l'infiltrat inflammatoire, donc on voit des éléments inflammatoires, donc ici par exemple des mastocytes, là aussi, donc on pourra trouver un mastocyte là aussi, je pourrais trouver des polynucléaires neutrophiles comme celui-là, un lymphocyte comme celui-là, de nouveau un mastocyte, là aussi la même chose, donc ça c'est un plasmocyte à ce niveau, donc c'est un infiltrat qui infiltre et dissèque les fibres musculaires lisses, et ça va de soi, parce que comme on a dit, l'infiltrat ou bien l'inflammation en général au cours de la maladie de Crohn, c'est un phénomène qui est transmural ou bien transpariétal, donc occupant toute l'épaisseur de la paroi. Alors passons maintenant au dernier élément mésenchymateux qui est le tissu adipeux. Au niveau du côlon normal, on peut avoir une certaine quantité d'adipocytes au niveau de la sous-muqueuse, mais ces éléments ils se trouvent à un nombre plus élevé.
au cours de la maladie de Crohn. Et ça se repère plus facilement parce que c'est des adipocytes, et les adipocytes, ils ont un cytoplasme qui est clair, avec la forme un peu globuleuse, comme ce qu'on voit ici. Donc on a deux adipocytes l'un à côté de l'autre, là aussi la même chose. Donc ils sont bien limités en périphérie, ils ont bien cette forme qui est bien arrondie. Voilà, donc ils se trouvent, comme je viens de le dire, donc en nombre plus élevé au cours de la maladie de Crohn. Et ils sont facilement repérables. Et puis, les adipocytes, comme on a déjà dit sur la lame virtuelle de l'histo, ils sont en nombre, ou bien ils sont présents normalement sur la sous-séreuse. Donc la sous-séreuse, c'est cette couche-là, ce qu'on voit ici, et puis on voit des éléments adipeux qui sont organisés en lobules. Alors ce qui va se passer au niveau de la sous-séreuse au cours de la maladie de Crohn, c'est une sclérose, ou bien une fibrose qui est importante, parce que si je reviens maintenant à la première lame, donc je vais trouver que on a des éléments adipocytaires, ce qui est un fait qui est normal, mais entre ces éléments adipocytaires, on a des fibres de collagène qui sont disposées de façon lâche. Ça veut dire, oui, il y a des fibres de collagène, mais il y a toujours de l'espace entre elles. Donc cet espace, il se traduit par ces espaces blancs entre les fibres de collagène qui sont colorées en bleu. Alors si je change et je passe maintenant à la lame de collant malade, très peu d'espace clair va être visible, et ceci est dû à la densité élevée des fibres de collagène, et ceci on l'appelle une fibrose, tout ce qu'on voit ici. Donc c'est des trousseaux en fait de fibres de collagène qui sont denses et entassés les uns à côté des autres. C'est ce qu'on appelle la fibrose ou bien la sclérose, et cette sclérose, elle va entourer et encercler les lobules adipeux. Sur le plan clinique, ou bien, non pas clinique, désolé, sur le plan, je voulais dire macroscopique, quand on voit la pièce à l'œil nu, quand on palpe le côté séreux du collant, on va trouver un aspect qui est dur, et c'est ce qu'on appelle la liposcléromatose. Donc voilà, donc ça a été tout ce qui est resté concernant la maladie de Crohn quand elle survient au niveau colique. Et j'aimerais passer maintenant à une petite présentation, une petite récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc comme on a dit, il y a des phénomènes de fibrose et d'hypertrophie. Donc on aura une hypertrophie de la musculaire, donc, qui va toucher en même temps la musculaire muqueuse ainsi que la musculaire propre. Parfois on pourra avoir un aspect de duplication de la musculaire muqueuse. Concernant les plexus nerveux, on aura une augmentation des nombres de cellules ganglionnaires. La fibrose avec des dépôts de graisse, on va les trouver au niveau de la sous-muqueuse et la sous-séreuse. Donc des dépôts de collagène, et cette fibrose, en fait, si elle est importante, donc ça va augmenter l'épaisseur de la totalité de la paroi, et donc par conséquent ça va entraîner des sténoses. Et ça fait référer à la fameuse forme, comme on a vu au cours de la première vidéo, ce qu'on appelait la forme fibrosténosante. Donc c'est un nom en fait qui explique tout le mécanisme, ça veut dire une forme dans laquelle on aura des sténoses qui sont secondaires à la fibrose. Et comme on a vu au niveau de la sous-séreuse, donc on a ces lobules adipeux qui sont encerclés par des septa qui sont scléreux et fibreux. Ça constitue la lésion macroscopiquement visible qu'on appelle la liposcléromatose. Et en plus de ça, on peut avoir des manifestations vasculaires, des lésions vasculaires, des lésions au niveau endothélial. Ça veut dire le revêtement qui va se situer au contact de la lumière du vaisseau, avec une prolifération intimale et aussi de la média. Et ça concerne essentiellement les artérioles qui sont adjacentes aux fissures, et on peut voir également des thromboses ainsi que des vascularites fibrinoïdes ou granulomateuses aussi. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. Donc ça a été tout ce que je voulais transmettre concernant la maladie de Crohn au niveau colique. Il y aura sûrement d'autres vidéos toujours sur la maladie de Crohn pour les atteintes d'autres segments toujours du tube digestif. Aussi concernant la maladie de Crohn quand ça atteint les organes ou bien les appareils en extra-digestif. Et j'espère que ça a été utile, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.